La brousse à perte de vue. Le paysage typique de la savane sud-africaine. Tranquille, en apparence seulement. Car nous sommes en patrouille avec une compagnie de sécurité privée en milieu rural. Et l'ambiance est plutôt tendue. Colonel, ici Philippe. On nous signale une attaque de ferme dans le secteur de Zimtabi. Je ne suis pas très loin. J'arrive au portail de la ferme. Poti est juste devant moi. Donne-moi quelques minutes, on arrive. Pour ce genre d'affaires, c'est cette milice privée qu'on appelle en premier. Ils ont la réputation d'être plus efficaces que la police locale. Il faut agir vite. Il y aurait une victime et plusieurs assaillants dans la nature. Ils cherchent leurs traces pour savoir s'ils sont entrés par ici ou non. On ne pénètre pas sur la scène de crime. On descend ici. Voici la personne qui nous a appelés. On va commencer par lui parler pour savoir ce qui s'est passé. D'après les premiers éléments recueillis, il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Ces gars sont venus pour les armes à feu et pour l'argent. Parce qu'ils ont tout fouillé, les tiroirs et tout, pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc là, le coffre est ouvert et il n'y a plus d'armes dedans. En quittant les lieux, les criminels ont laissé de nombreuses traces derrière eux. Elles vont servir à Saki pour remonter leur piste. Ici, ils ont laissé des empreintes de pieds. Nous allons évidemment les relever. Ici aussi, il faut prendre les empreintes. Et il faut également faire un test ADN. À quelques mètres de là, Saki découvre le corps d'une femme gisant sur le sol. Elle a reçu plusieurs coups de couteau. Son pronostic vital est engagé. Placez ces câbles, s'il vous plaît. Je vais rapidement regarder ses pupilles. Les pupilles sont dilatées. Pas de pouls, ni de respiration. Je confirme, pas de pouls, pas de respiration. Malgré leurs efforts, les secours constatent le décès de la victime. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Colonel, c'est Hector. J'écoute, à vous. Nous pouvons vous confirmer que nous avons identifié 3 suspects. Ils se dirigent vers l'est. Nous allons remonter leur piste et il nous faudrait un appui aérien. Nous nous mettons en route. Pour retrouver les suspects, Saki et ses hommes ne lésinent sur aucun moyen. Très vite, un hélicoptère arrive en renfort. Poti embarque à bord de l'appareil. Il sera les yeux du groupe d'intervention. Rien de tel qu'un appui aérien pour couvrir cette zone de végétation dense. Au sol, les traces sont encore fraîches. La chasse à l'homme a commencé. En moins de 40 minutes, les suspects sont appréhendés. Une affaire rondement menée, vous pouvez respirer. Tout ce que vous venez de voir était une simulation. Un exercice grandeur nature. La fausse victime s'est parfaitement remise de ses fausses blessures. Souriez, c'est du chiquet. Mais ce genre d'entraînement n'a rien d'une blague. Saki et ses hommes en pratiquent régulièrement et restent sur le qui-vive. Car voici à quoi ressemblent les vraies attaques de ferme. Comme le montrent ces images de vidéosurveillance, les assauts se produisent en pleine nuit, quand les propriétaires sont endormis. C'est le moment choisi par des groupes d'individus armés pour agir. Les attaques de ferme ne sont pas une nouveauté, mais ces dernières années, le phénomène s'accélère. Rien que depuis janvier, 128 attaques, dont 27 meurtres, se sont produits. Soit en moyenne, un assaut par jour et un homicide par semaine. Pour les autorités, il s'agit d'actes de violence isolés. Les syndicats de fermiers, de leur côté, parlent de crimes organisés. Ce qui inquiète, c'est la dimension raciale derrière ces attaques. Les victimes sont toutes blanches et les agresseurs sont noirs. De quoi raviver les tensions 23 ans après la fin de l'apartheid. Voici la fenêtre de la chambre par où les assaillants sont entrés. Ils avaient 20, 21, 22, la trentaine peut-être. Avec un pistolet.
Le 19 février dernier, Robert Lynn, 68 ans, et sa femme Suzanne, 65 ans, sont surpris dans leur sommeil par 3 individus armés. 2 d'entre eux sont entrés, ils étaient là. Celui avec le pistolet pointait son arme sur moi. J'ai vu 2 flashs et j'ai entendu 2 bangs. L'un des tirs touche sa femme. Le deuxième finit sur la tête de Lee. Voici l'un des impacts. Ensuite, ils m'ont emmené au coffre. Attention, à ce moment-là, j'étais déjà attaché. Alors je les ai emmenés au coffre. C'est cette petite chose-là. Je leur ai dit, quoi qu'il y ait à l'intérieur, prenez-le. De toute façon, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est là qu'ils m'ont poignardé parce que je n'arrivais pas à me souvenir du code. Les 3 intrus s'énervent. Ils veulent de l'argent et des armes à feu. La violence monte alors d'un cran. Pour Robert, cette nuit-là restera marquée sur sa chair. Ça m'a fait très mal. Et là, ici, la flamme était quasiment bleue. Il collait l'extrémité contre ma peau. Moi, je m'en sers pour la cheminée. Alors, je laisse toujours sur la table basse. Au début, ils m'avaient demandé où était le fer à repasser. Je leur ai dit que j'en avais pas, et c'est là que... Poignardé, bâillonné, torturé, Robert a survécu à ses blessures, mais pas sa femme. Après les avoir laissés pour morts, les agresseurs sont repartis, avec pour butin 30 € et 2 téléphones portables. Le fait qu'ils étaient aussi violents, selon vous, c'était pour une raison raciale? Non, je pense pas. Je pense pas. Je peux pas dire ça. Le problème, c'est que malheureusement, les Blancs sont considérés comme riches et les Noirs comme pauvres. C'est comme ça qu'ils voient les choses. La mort de Suzanne vient s'ajouter à la longue liste de meurtres de fermiers. Pour contrer la menace qui plane autour de leurs exploitations, la communauté des fermiers s'organise. Trevor Roberts a créé sa propre compagnie, spécialisée dans la sécurité en zone rurale. Dans sa maison, il a monté un centre de crise. On y trouve toute la panoplie du parfait commando. Il y a le bouclier, la radio et le gilet pare-balles conçu par ses soins pour l'usage exclusif des fermiers. Le problème, c'est qu'un fermier n'est pas entraîné. Il est là pour produire, cultiver du maïs, des citrouilles, des pêches. C'est ce qu'il aime, c'est ça sa vie. Donc on s'est dit qu'avec ça, il a juste à l'enfiler, et aussitôt il a tout le nécessaire dont il a besoin pour se défendre. C'est ce que j'appellerais un gilet de survie en milieu rural. À chaque veille du week-end, Trevor mobilise les membres de sa communauté pour une patrouille nocturne. Là, j'envoie un message à notre communauté locale, leur indiquant qu'on mène une action de protection civile dans le secteur ce soir. Le vendredi soir est ce que j'appellerais un code rouge. Il y a beaucoup de raisons à cela. Les gens sortent le vendredi, donc leurs maisons deviennent des cibles faciles. Mais avant de débuter sa patrouille, Trevor fait un crochet par la maison de Natasha Coleman. Comment ça va? Ça va, merci. En novembre dernier, son mari a été assassiné lors d'une attaque à leur domicile. Depuis, elle se barricade chez elle. Il faut toujours tout fermer. On est comme des prisonniers dans nos propres maisons. La sécurité est devenue l'obsession de Natasha. Elle a investi près de 18 000 € pour protéger sa maison. Ça, c'est le nouveau système de caméra que j'ai installé. Comme ça, je n'ai plus besoin de sortir, il me suffit de regarder mon téléphone. Et là, c'est en temps réel. Oui. Ce sont les grilles coulissantes qui m'ont coûté le plus cher. Et les caméras aussi. Mais je n'ai pu équiper que l'arrière de la maison. Il me reste tout le devant à installer. Mais la nuit, je reste à l'intérieur toute seule. Comment voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas aller dehors. Oui, bien sûr. Et c'est très pratique, parce qu'on peut même prendre des photos.
Vivre avec la peur, le quotidien de la minorité blanche. La nuit approche. Il est l'heure pour Trevor de retrouver ses troupes. Alors voici ma trousse de maquillage, avec mon rouge à lèvres et mes jumelles nocturnes. Sur place, une trentaine de personnes a répondu présent. La plupart sont des volontaires. C'est votre première fois? Oui, oui. C'est bien. Vous êtes venu lutter contre le crime? Oui, je suis très content. Merci d'être là. Venez. Venez par ici, s'il vous plaît. Salut Yann. Salut Nick. Il y a plus de femmes ce soir. Oui, on aime toujours avoir plus de femmes. Chaque briefing commence par un état des lieux de la criminalité dans le secteur. Et les assaillants sont très dangereux. On allume ces phares. Allez, soyez bien visibles. Une vingtaine de voitures s'élancent. Une démonstration de force qui, selon Trevor, permet de tenir à distance les criminels. Organiser sa propre défense, le dernier recours d'une communauté à bout de nerfs. Quand vous regardez les statistiques, fermier est le métier le plus dangereux au monde, à cause des attaques. C'est la guerre dehors. Et quand on observe le taux de criminalité, on se rend compte que ce pays est retenu en otage par les criminels. On sait que la police n'a pas les moyens ni le personnel qualifié. Donc on est obligé de faire ce qu'on fait. Aucun incident ne viendra perturber la patrouille ce soir-là. Mais ce sentiment d'impuissance est partagé par les plus hautes instances agricoles. À Pretoria, voici le siège de la TAW, le plus vieux syndicat de fermiers du pays. Ici, on a répertorié tous les cas de violence contre les fermes de ces 3 dernières années. Voici la carte que nous utilisons pour visualiser les attaques que nous enregistrons. Si c'est un petit triangle, c'est un meurtre. Si c'est un carré, c'est une simple attaque où il n'y a pas eu de blessés. Le nombre d'attaques a presque quadruplé depuis 2011. Le nombre de fermiers assassinés a augmenté de près de 50% sur la même période. Au-delà du nombre, c'est l'extrême brutalité des assaillants qui interroge. Les fermiers en sont convaincus, ces attaques ne sont pas de simples faits divers, mais une stratégie destinée à leur faire peur pour qu'ils abandonnent leurs exploitations. Je pense que nous assistons à une campagne d'intimidation par la violence, si je peux l'appeler ainsi. Beaucoup d'entre nous sont persuadés qu'il y a une relation directe entre la violence exercée contre nos membres et la question de la propriété des terres dans ce pays. Il y a une volonté de créer le sentiment que la vie à la ferme est très dangereuse. Et j'ai toutes les raisons de penser que ces crimes sont liés à la question des terres. La question du partage des terres entre blancs et noirs en Afrique du Sud, une affaire éminemment politique. À la fin de l'apartheid, grâce au compromis passé par Nelson Mandela, les Blancs ont pu conserver l'essentiel de leurs terres. Mais aujourd'hui, ce compromis est remis en cause. Certains partis demandent la confiscation pure et simple des fermes. C'est le cas de l'Economic Freedom Fighters, les combattants pour la liberté économique. Son dirigeant, Julius Malema, un ancien de l'ANC, prône le passage à l'acte. Si vous voyez un joli bout de terrain et que celui-ci vous plaît, prenez-le, occupez-le, il est à vous. Il appartenait à vos ancêtres. Il vous a été pris par la force par les Blancs au moyen d'un génocide. Malema et ses bérets rouges de l'IFF appuient là où ça fait mal. L'ANC, au pouvoir depuis 23 ans, n'est pas parvenue à redistribuer suffisamment de terres. Le pays est confronté à une grave crise économique et son président Jacob Zuma est accusé de corruption.
Alors pour sauver sa peau et éviter de se faire déborder sur sa gauche, Zuma veut accélérer la réforme agraire. Nous devons faire le point sur la propriété des terres telle qu'elle existait avant la période coloniale. Il faut savoir qui l'utilisait et qui l'occupait. Alors nous pourrons voter une loi pour répondre enfin à la question de la restitution des terres sans compensation. Exproprier les fermiers blancs sans aucune compensation financière. Jacob Zuma revient là sur les accords passés par Nelson Mandela lors de la transition démocratique. Un virage radical et un brin démagogique visant à séduire la majorité noire. La question de la terre ne concerne pas seulement les campagnes, mais aussi les villes. À Soweto, une communauté a engagé un bras de fer avec les autorités pour installer leur bidonville sur ce terrain vague. Ils sont soutenus dans leur lutte par l'IFF, le parti qui veut la chute de Jacob Zuma. Ce terrain d'une valeur de 120 000 € appartient à une compagnie privée dont l'État sud-africain est actionnaire. Le porte-parole de ces sans-terre réclame que l'État s'en porte acquéreur à leur profit. La communauté que vous voyez est l'une des plus pauvres parmi les pauvres. Notre combat, Moi, j'ai besoin d'un endroit où rester avec mes enfants. Je veux qu'ils aillent à l'école. Mais l'État ne nous aide pas. Alors oui, je veux vivre ici, sans avoir à payer. Les sans-terre sont les grands oubliés du miracle économique, devenu mirage aujourd'hui. ce terrain est libre. Il n'y a rien ici. Pourquoi est-ce que le bétail pourrait rester sur ces terres et pas nous, le peuple? Les gens n'ont pas de travail et ils cherchent un emploi. Comment peuvent-ils verser un loyer? Comment peuvent-ils économiser pour payer leurs propriétaires? Le gouvernement doit leur donner ces terres. Cette occupation illégale est néanmoins encouragée par l'IFF, qui capitalise sur cette colère populaire. Nous voulons ces terres, les gars. Nous voulons ces terres. 23 ans après la fin de l'apartheid, la lutte pour la terre est le nouveau combat. Et l'IFF entend bien l'incarner. Fort de sa percée au Parlement, la troisième formation politique du pays veut tout nationaliser. Les mines, les banques et bien sûr les terres. Ouais, il faut qu'on représente. Pour son porte-parole, cela ne signe pas la fin de la propriété privée. Non, pas du tout. Vous pourrez toujours posséder votre voiture, ou un stylo, ou vos chaussures. Derrière le sourire de façade, une rancœur tenace contre les Blancs et leur héritage. Qui a reçu la terre en commettant un crime contre l'humanité? Tout le monde comprend ça. L'apartheid et le colonialisme sont des crimes contre l'humanité. Si on les reconnaît comme tels, on ne peut pas nous demander à nous de rembourser les terres et de payer pour ce crime. On ne peut pas nous demander une compensation pour ce crime moralement dégénéré. Loin de l'esprit de réconciliation prôné par Nelson Mandela, le discours de l'IFF est revanchard. De quoi inquiéter la frange la plus radicale de la communauté blanche. Cette communauté de fidèles s'appelle les Suidlanders, ceux qui habitent le sud dans la langue des Afrikaners, les descendants des premiers colons blancs. Les Suidlanders débarquent quand l'anarchie éclate. Cette organisation d'extrême droite en est persuadée. Les Blancs vont devoir bientôt affronter une persécution à grande échelle. Nous sommes au début d'un génocide. Tous les signes sont là. Il y a des gens qui ne veulent pas voir la vérité, il y a des gens qui sont dans le déni, et pourtant, ce génocide approche. Et les signes, ce sont justement les attaques de ferme. Voici un groupe d'assassins de fermiers. Ils ont des uniformes, des moyens de communication. On ne va pas nous faire croire que ces gars-là se pointent sur une ferme à 2 h du matin pour demander une tasse de thé. C'était filmé par une caméra sur une ferme? Le gouvernement le sait et il ne fait rien. Moi, je pense que ces gars sont entraînés. Cet après-midi, j'étais à l'armurerie et j'ai parlé avec le propriétaire. Il m'a dit que la veille, il y avait 4 Noirs dans son magasin avec des badges de l'ANC et des t-shirts.
Ils ont acheté 5000 cartouches de Kalash. Et quand il leur a demandé ce qu'ils allaient faire avec, ils lui ont répondu que l'ANC les entraînait tous les week-ends. 5000 cartouches et ils s'entraînent tous les week-ends. Les Suitlanders se préparent au pire. Et ils ont déjà un plan en tête. L'objectif, c'est l'évacuation. Il vous faut d'abord un bon sac à dos. Achetez l'essentiel. Pour l'eau, vous avez besoin de quoi? D'une gourde avec un système de filtration. De quoi avez-vous besoin pour vous nourrir pendant les 72 premières heures? De 3 rations par jour. Ça ressemble à ça. Et ça doit être aussi petit que ça. Ambiance survivaliste chez les Blancs d'Afrique du Sud. Tout y est, de la nourriture lyophilisée au couteau de Rambo. Les Suitlanders invoquent la Convention de Genève qui donne le droit à des citoyens de se protéger en cas de guerre civile. Le plan des Suitlanders, c'est de partir, s'enfuir, aussi vite que possible, de façon digne et professionnelle. Nous formons nos membres à évacuer les villes, car c'est là qu'éclatent les révolutions. C'est en ville qu'il y aura le plus de destruction. Alors on prendra le maquis en brousse, on essaiera de survivre le plus longtemps possible, mais il faut se tirer des villes. Les Suitlanders revendiquent 12 000 membres actifs à travers le pays. Longtemps considérés comme farfelus, leur théorie du chaos trouve aujourd'hui un nouvel écho. La tentation des extrêmes n'a jamais été aussi forte. Ravivée par une criminalité qui explose et un gouvernement aux abois, l'Afrique du Sud s'enfonce dans la crise. Et aujourd'hui, le père de la nation Nelson Mandela n'est plus là pour calmer les esprits.